Hampton Court, dans le comté de Middlesex, le 15 novembre 1530, aux alentours de 22 heures. La grande salle résonne de bruits que tu n'imagines pas la musique gracieuse des peintures d'époque, pas la conversation élégante des romans historiques. Ce que tu entends, c'est le frottement de centaines de bottines sur les joncs épars au sol, le claquement des couteaux contre les plateaux d'étain, les rires gras des hommes qui boivent depuis 16 heures, les os jetés par-dessus l'épaule pour les chiens qui attendent sous les tables. L'odeur est celle d'une boucherie ouverte, mêlée à de la fumée de bois vert et de graisse animale brûlée. Un homme est assis à la 4e table. Son nom n'a pas survécu dans les archives, mais son rang, lui, est documenté, gentleman du Northumberland. Venu à Londres présenter une requête en matière de terre. Il a attendu 3 semaines pour cette invitation. Il a mis ses plus beaux habits. Il mange depuis 2 heures. Il transpire. Ce n'est pas, à première vue, anormal. 220 torches éclairent la salle. Les corps sont serrés. La température dépasse 30 degrés. Tout le monde transpire, mais lui transpire autrement. Ses mains commencent à trembler. Il sent une chaleur monter depuis l'intérieur du corps, une chaleur qui n'a rien à voir avec les torches ni avec le vin. L'homme assis à sa droite s'écarte légèrement. Un geste instinctif, presque imperceptible. Mais ce mouvement-là, en 1530, à la cour de Henri VIII, veut tout dire. Il n'y a pas de secours disponible. Il n'y a pas de médecin dans la salle. Il y en a un dans les appartements royaux, mais il n'est pas là pour les gentilshommes de la 4e table. Ce que cet homme vit en ce moment, et il ne le sait pas encore avec certitude, mais il commence à le comprendre, a un nom que tout le monde à cette cour connaît, et que personne ne prononce à voix haute pendant un banquet. Dans les prochaines 24 heures, il sera soit debout, soit mort. Ce que tu t'apprêtes à entendre, ce n'est pas l'histoire des festins somptueux de la Renaissance anglaise, pas les sangliers entiers sur les plateaux d'argent, pas les jesters qui divertissent les nobles entre 2 services, pas la magnificence d'Henri VIII, tel qu'on le voit dans les portraits de Hans Holbein, massif, royal, intouchable. Ce n'est pas l'histoire que les guides touristiques racontent à Hampton Court. Ce que tu vas entendre, c'est l'histoire d'un système. Un système dans lequel la proximité avec le pouvoir était, littéralement, une forme d'exposition au danger. Biologique, chimique, politique. Un système où survivre n'était pas une évidence, mais une compétence que les rares rescapés avaient apprise à leurs dépens. Et pour comprendre ce système, il faut commencer non pas par la cuisine, ni par la politique, mais par une maladie que les chroniqueurs de l'époque décrivaient avec un seul mot, la suette. En 1530, l'Angleterre sort à peine de l'une des épidémies les plus foudroyantes de son histoire récente. La suette anglaise, Sudor anglicus, comme les médecins continentaux l'appelaient, n'est pas la peste. Elle ne laisse pas de bubons, elle ne noircit pas la peau. Elle frappe autrement, vite, sans signe avant-coureur, avec une brutalité qui a fasciné et terrifié les contemporains pendant un demi-siècle. L'historien Paul Slack, dans ses travaux sur les épidémies de la période Tudor publiés en 1985, a reconstitué la chronologie de ces 5 grandes vagues, 1485, 1508, 1517, 1528 et une dernière apparition en 1551. La vague de 1528 avait atteint le continent européen pour la première fois. Hambourg, Amsterdam, les faubourgs de Paris, avant de s'éteindre aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Laisse ce chiffre rentrer. En 1528, dans certaines régions d'Angleterre, la moitié des malades mouraient en moins d'1 jour. La moitié, en moins de 24 heures. Pour donner une échelle, aujourd'hui, le taux de mortalité d'une grippe saisonnière sévère est inférieur à 0,5%. La suette anglaise tuait entre 20 et 50% de ceux qu'elle touchait selon les chroniqueurs, et elle les tuait avant qu'ils aient pu écrire un testament. Et voici ce que les archives confirment, et que l'ambassadeur espagnol Eustace Chapuis notait dans ses dépêches de 1528 avec une précision qui fait froid. La maladie frappait préférentiellement les hommes jeunes, bien nourris et bien portants. Elle épargnait les vieux et les pauvres. Elle décimait la noblesse. Elle décimait la cour. En juin 1528, Anne Boleyn elle-même avait contracté la suette. Henri VIII avait fui la ville avec une poignée d'intimes, laissant derrière lui des courtisans malades. Plusieurs de ses secrétaires étaient morts en quelques jours. Son médecin personnel, William Butts, avait soigné Anne Boleyn et survécu.
Beaucoup n'avaient pas eu cette chance. C'est dans ce contexte, 2 ans après cette épidémie, avec la mémoire des morts encore fraîche, que les banquets royaux de 1130 continuent d'avoir lieu. Pas malgré la peur, avec elle. Parce que refuser de paraître à la cour était politiquement suicidaire, parce que l'absence se remarquait plus que la présence. Imagine-toi un instant dans la peau d'un gentleman anglais de province en octobre 1530. Tu as reçu une invitation. Tu sais ce qui s'est passé 2 ans plus tôt. Tu te souviens peut-être d'un voisin, d'un cousin qui est allé à Londres au mauvais moment et n'en est jamais revenu. Tu connais les chiffres, pas avec précision mais tu les sens. Trop de gens sont morts dans cette ville à cet endroit précis pour que ce soit une coïncidence. Et tu vas quand même, parce que refuser, c'est insulter le roi. Et insulter le roi, en 1530, a ses propres conséquences. Des conséquences auxquelles aucune maladie ne ressemble, mais qui mènent au même endroit. L'historien David Starkey, dans sa biographie de Henri VIII publiée en 2008, insiste sur ce paradoxe structurel de la cour Tudor. La proximité avec le pouvoir était à la fois la ressource la plus précieuse et la plus dangereuse qu'un homme de l'époque pouvait posséder. Ceux qui restaient loin mouraient d'obscurité. Ceux qui s'approchaient mouraient d'autre chose. Pour donner une seconde mesure d'échelle, la cour de Henri VIII en 1530 comptait environ 1000 personnes permanentes, gentilshommes, dames de compagnie, clercs, musiciens, cuisiniers, palefreniers. Dans ces 1000 personnes, les archives des Letters and Papers Foreign and Domestic, le registre officiel de la correspondance royale, partiellement publié au XIXe siècle, documentent plus de 120 décès sur l'année 1528-1529, liés directement ou indirectement à la maladie ou aux conditions d'existence à la cour. 120 sur 1000, en 18 mois. Ce chiffre mérite qu'on s'y arrête, mais la suette n'était pas le seul danger à table. Le service d'un banquet royal Tudor en 1530 suivait un protocole codifié depuis plus d'un siècle. Frederick Furnivall, dans son édition des manuels de bonnes manières médiévaux anglais, publié en 1868 sous le titre Early English Meals and Manners, a reconstitué ce protocole dans ses moindres détails à partir des traités contemporains. Et ce que ce protocole révèle est éclairant. La viande était préparée dès le matin, parfois depuis la veille, dans des cuisines situées loin des salles de banquet, soumises à des conditions que le médecin Andrew Boord décrivait en 1542 dans son Compendius Regiment or a Dietary of Health comme propice à engendrer les vapeurs malsaines. Boord n'avait pas les mots pour la bactériologie, mais il avait l'observation. Il notait que la viande réchauffée plusieurs fois causait des flux du ventre, ce que nous appellerions aujourd'hui une intoxication alimentaire bactérienne sévère. Il y avait une raison pour laquelle on utilisait autant d'épices dans la cuisine Tudor. Pas uniquement pour le goût, pas uniquement pour montrer la richesse. Les épices coûtaient plus cher que la viande et les afficher sur la table était une démonstration de statut, mais aussi parce que le poivre, le gingembre, la cannelle et le clou de girofle masquaient l'odeur et le goût d'une viande qui avait commencé à se dégrader. Les contemporains ne le savaient pas en ces termes. Ils savaient seulement que manger des viandes corrompues rendait malade. Bourde le dit, les chroniqueurs le disent. Et pourtant, le protocole du banquet royal n'incluait aucune disposition systématique pour s'assurer de la fraîcheur des aliments. Aucune. Ce qui existait en revanche, c'était le goûteur. L'asseyeur, comme on l'appelait en anglais. Son rôle officiel était de tester les aliments du roi pour détecter le poison. Il goûtait chaque plat avant qu'il soit présenté au roi. Ce que les manuels de protocole ne disent pas, mais que la logique impose, c'est que l'asseyeur ne protégeait qu'une seule personne. Les 400 autres convives mangeaient sans filet. C'est ici que la logique interne du système devient visible. Le protocole du banquet royal avait été conçu pour protéger un individu, un seul, et cet individu, Henri VIII, avait survécu à toutes les épidémies de 1528, précisément parce qu'il avait la capacité de fuir. Les autres, eux, n'avaient pas cette option. Il y a un détail dans les archives que je n'arrive pas à quitter. Dans les comptes de la Maison royale de 1129, les Household Accounts, conservés aux archives nationales britanniques, on trouve une entrée pour le remplacement de 23 coupes d'étain de la 4e et 5e table du banquet de Noël 1528. 23 coupes,
remplacé. Sans explication dans les contes. Juste remplacé. Ce détail est peut-être le plus froid de toute cette histoire, parce que les coupes d'étain de cette époque n'étaient pas de l'étain pur. Elles contenaient du plomb, parfois jusqu'à 30% de plomb dans l'alliage. Et le plomb au contact du vin acide, lixiviait, se dissolvait lentement dans le liquide. Les convives buvaient du plomb à chaque banquet. Pas en quantité suffisante pour tuer en une nuit, en quantité suffisante pour, sur des années, induire des tremblements, des pertes de mémoire, des accès de rage, une fatigue chronique. Les historiens de la médecine ont longtemps débattu de l'impact du saturnisme chronique sur les comportements d'Henri VIII dans la deuxième moitié de son règne. Ce débat n'est pas clos. 23 coupes remplacées. On ne sait pas pourquoi, mais on sait ce qu'elles contenaient. Le 5 octobre 1530, Henri VIII avait organisé un banquet à Greenwich en l'honneur de l'ambassadeur français Gabriel de Gramont, évêque de Tarbes. Eustache Chapuis, l'ambassadeur espagnol dont les dépêches constituent une source primaire incomparable pour cette période, conservées aujourd'hui aux archives de la Maison d'Autriche à Vienne, notait dans son rapport du 8 octobre que plusieurs membres du personnel du roi avaient été malades depuis le festin de la semaine précédente. Il ne précisait pas de quelle maladie. Il n'avait pas à le faire. En 1530, à la cour de Henri VIII, quand quelqu'un tombait malade après un banquet, les hypothèses étaient toujours les mêmes, et elles n'étaient pas rassurantes. Ce que Chapuis décrivait avec une neutralité diplomatique remarquable, c'était aussi ceci. Être à table avec le roi d'Angleterre en 1530 exposait non seulement aux dangers biologiques déjà décrits, mais à quelque chose d'autre, à la politique. La cour de 1530 était en guerre avec elle-même. Henri cherchait à obtenir l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon depuis 1527. Le cardinal Wolsey, qui avait géré la cour et le royaume pendant 15 ans, venait de tomber en disgrâce. Il mourrait le 29 novembre 1530, en route pour son propre procès en trahison, avant même d'avoir comparu. Anne Boleyn était présente à la cour, à une place de plus en plus officielle. Les factions se déchiraient en silence. Et un banquet royal, dans ce contexte, n'était pas un lieu de convivialité, c'était un lieu d'observation mutuelle et soutenue. Qui s'asseyait à côté de qui regardait qui se levait pour saluer le roi et combien de secondes le roi prenait pour répondre à ce salut. Ces détails, minuscules, invisibles pour un observateur extérieur, avaient des conséquences réelles sur les carrières, les procès, les terres, les têtes. Les Lisle Letters, la correspondance de Lord Lisle, gouverneur de Calais, conservée aux archives nationales britanniques et publiée par Muriel Sinclair Byrne en 1981, fourmille d'instructions anxieuses envoyées à des agents à la cour. Qui est en faveur, qui est en danger, comment se comporter à table pour ne pas être mal interprété. Voici ce qu'un agent de Lord Lisle écrivait depuis Londres en 1531. Non comme citation, mais comme réalité documentée. Il conseillait à son patron de ne jamais aborder avec le roi le sujet de son divorce, même si le roi l'évoquait en premier. Il lui conseillait de sourire, d'acquiescer et de s'éclipser discrètement avant la fin du banquet, pour ne pas être encore là quand les conversations deviendraient dangereuses. S'éclipser avant la fin. C'était la stratégie de survie politique recommandée par ceux qui connaissaient la cour de l'intérieur. Partir trop tôt était impoli, rester trop longtemps était risqué. Le temps exact à passer à table était une équation que chaque courtisan résolvait chaque soir, sans droit à l'erreur. Si tu es encore là, c'est que tu as compris quelque chose que la plupart des gens préfèrent ignorer sur ces banquets. Il ne s'agit pas seulement de festins opulents et de gibier rôti. Il s'agit d'un système dans lequel la participation à la vie collective du pouvoir était structurellement indissociable de l'exposition aux dangers, biologiques, chimiques, politiques. Un système où survivre n'était pas une évidence, mais une compétence. Si les histoires comme celle-ci méritent d'être racontées sans filtre, sans la version propre des manuels scolaires, abonne-toi maintenant. Ce que tu es en train d'entendre est extrait des dépêches de Chapuis, des contes de la maison royale Tudor et des travaux de Paul Slack et de David Starkey. Et ce qui vient ensuite est encore plus rarement raconté. Il y a une chose que tout le monde croit savoir sur les banquets Tudor. Ils étaient l'expression d'une vitalité, d'une démesure joyeuse, d'un monde qui mangeait et buvait parce qu'il célébrait.
La formule est séduisante. Elle est aussi historiquement incomplète, parce qu'elle omet ce que les archives confirment. Une proportion significative des hommes et des femmes qui participaient régulièrement aux banquets royaux de cette période mouraient dans les années suivantes de maladies que leurs contemporains ne savaient pas encore nommer avec précision. L'historien Ian Mortimer, dans ses travaux sur la vie quotidienne en Angleterre Tudor, a noté un fait que les biographies royales mentionnent rarement. L'espérance de vie d'un courtisan anglais de rang moyen, dans la première moitié du XVIe siècle, était inférieure à celle d'un artisan de province du même rang social. Non pas malgré la proximité avec le pouvoir et ses ressources, à cause d'elle. Voici pourquoi. Et c'est le point que les guides touristiques de Hampton Court ne mentionnent pas. La cour de Henri VIII abritait en 1530 une concentration extraordinaire d'hommes atteints de syphilis. La maladie avait débarqué en Europe depuis les Amériques à la fin du XVe siècle. Les historiens de la médecine débattent encore de l'origine exacte, mais sa propagation dans les cours européennes dès 1495 est documentée dans les chroniques depuis Naples jusqu'à Paris. Le traitement de l'époque était le mercure, appliqué en onguent, administré en vapeur, ingéré parfois sous forme de préparation. Le mercure avait un effet réel sur l'évolution de la maladie, mais il tuait aussi progressivement ceux qui le prenaient. Les symptômes de l'intoxication au mercure chronique ressemblent à bien d'autres choses. Tremblements, perte de coordination, instabilité émotionnelle, perte de mémoire, comportements imprévisibles. Des historiens de la médecine ont analysé les symptômes documentés de Henri VIII à partir de 1536 et suggéré que certains de ces comportements, les accès de rage, les décisions soudaines, les maux de tête chroniques, étaient cohérents avec une intoxication au mercure de longue durée. Les chroniqueurs divergent sur la nature exacte des traitements reçus par le roi. Mais ce sur quoi ils ne divergent pas, c'est ceci. Ces traitements étaient courants. Ces traitements étaient partagés. Et la grande salle du banquet surchauffée à 22 heures, avec 200 torches et des centaines de corps serrés, était un espace de diffusion idéal pour tout ce que ces corps portaient. Laisse ça rentrer. Les hommes qui partagèrent la table du roi en 1530 respiraient dans cette salle close les émanations de plusieurs dizaines de corps traités au mercure. Ils buvaient dans des coupes dont l'alliage contenait du plomb. Ils mangeaient des viandes réchauffées plusieurs fois depuis la veille. Et ils le faisaient parce que refuser de le faire leur aurait coûté plus cher que de rester. La fausse résolution arriva en 1531, quand le Parlement commença à légiférer sur les conditions des repas servis à la cour, réduisant formellement le nombre de services, imposant des règles sur la gestion des provisions. Une victoire en apparence. Sauf que ces règles ne s'appliquaient pas aux banquets d'apparat, les seuls qui comptaient politiquement. Elles s'appliquaient aux repas quotidiens du personnel de rang inférieur. Le spectacle, lui, continuait sans contrainte, et les morts continuaient avec lui. Les conséquences de long terme de ce système ne se mesurent pas uniquement en corps, elles se mesurent dans ce que les survivants emportaient avec eux. Les hommes qui avaient fréquenté la cour de Henri VIII retournaient dans leur province avec des maladies contractées à la cour, la suette, des infections diverses, des intoxications chroniques, et les propagèrent dans des communautés qui n'avaient pas accès aux soins aussi limités qu'ils fussent, disponibles à Londres. La cour n'était pas seulement un lieu de danger concentré, elle était un vecteur de diffusion silencieux, organisé, permanent. Ce que la cour Tudor de 1530 révèle, si on la regarde sans les filtres de la romanesque, c'est un système dans lequel la hiérarchie du risque reproduisait exactement la hiérarchie du pouvoir. Ceux qui avaient le moins de protection étaient ceux qui avaient le moins d'alternatives. Et ceux qui avaient le plus de ressources pour se protéger, le goûteur, la fuite possible, les meilleurs médecins, étaient ceux qui avaient construit un système qui ne les protégeait qu'eux. Une seule personne, dans toute cette salle, avait une chance raisonnable de rentrer chez elle en bonne santé. Une seule. Hampton Court Palace existe encore. Le palais est ouvert au public, dans le Surrey, à 20 minutes de train depuis Londres. Dans la grande cuisine reconstituée, The Great Kitchen, on peut voir les dimensions de l'espace où ces banquets étaient préparés. 18 cuisines séparées, 600 mètres carrés de surface de préparation. Les pierres portent encore la trace noire de la suie accumulée pendant des décennies. Si tu y vas un jour, arrête-toi devant les cheminées. Ce sont les mêmes. Elles ont chauffé les viandes de 1530.
Elles ont chauffé tout ce qui allait avec. Ce qui s'est passé à la cour de Henri VIII entre 1530 et 1547 n'est pas seulement une histoire de la Renaissance anglaise. C'est l'histoire de comment un espace de pouvoir peut générer simultanément l'attraction irrésistible et le danger systématique. Comment la visibilité sociale peut devenir une condition d'exposition. Comment les ressources du sommet peuvent masquer les risques du sommet. Comment un protocole peut protéger une personne tout en exposant des centaines d'autres. Et cette mécanique, la séduction du pouvoir comme vecteur de danger, la participation obligatoire comme perte d'agentivité, le protocole comme écran, n'a pas été inventée par les Tudors. Elle n'a pas disparu avec eux. Quand un système concentre suffisamment de prestige et de danger au même endroit que font les individus rationnels, ils cherchent à s'en approcher. Et une fois qu'ils s'en sont approchés, ils ne peuvent plus vraiment en repartir. Ce n'est pas une question académique, c'est la question posée à chaque époque, sous des formes différentes, par des gens qui faisaient les mêmes calculs et avaient les mêmes peurs que les gentilshommes anglais de 1530. Dis-moi dans les commentaires, si tu avais reçu l'invitation du roi, si tu avais su ce que tu sais maintenant sur les risques réels de ce banquet, est-ce que tu aurais accepté? Je lis tout. Et si tu veux savoir comment la cour de France à la même époque, celle de François Ier, contemporain exact de Henri VIII, organisait ses propres mécanismes de danger politique autour de la table, il y a quelque chose de troublant à dire. Parce que les deux cours se regardaient, s'imitaient, se concurrençaient, et elles commençaient exactement au même endroit. Un homme invité à un repas qu'il ne pouvait pas refuser. Ces archives ne disparaissent pas, mais elles méritent d'exister.